c'est vrai que les zones humides peuvent prendre différentes faciès, on va le voir avec certaines photos, je vous le présenterai après, mais ce sujet me tenait à cœur de vous le présenter parce qu'on est dans le cadre des Journées mondiales des zones humides. La LPO, vous avez vu, a fait de nombreuses actions pour les protéger dans le film, et puis on a adressé cette année la liste rouge des oiseaux menacés d'Auvergne. Et il s'avère que dans cette liste rouge qui présente en fait les espèces les plus fragiles de notre région, on a recensé que 50% quasiment de ces espèces, 50% pardon, des oiseaux qui nichent en Auvergne sont menacés, 50%. Et dans ce volume-là, on a 30% des espèces qui sont liées aux zones humides. C'est-à-dire des espèces qui ne dépendent que de ces milieux-là et qui ne peuvent pas nicher dans les maisons, en forêt ou en falaise. Voilà, elles ont des exigences écologiques qui font que si les marais disparaissent, si les zones humides dont on va parler disparaissent, elles disparaîtront. Donc, la plupart, Constance, des espèces qui sont menacés. Alors, il y a plusieurs, dans la liste rouge des oiseaux menacés d'Auvergne, il y a plusieurs degrés. Il y a disparu, en danger critique, c'est vraiment que là, il reste quelques couples. En danger, comme on peut le dire, le vocabulaire le présente bien, c'est qu'il faut qu'on s'en inquiète parce qu'ils sont en mauvais état. Et puis, il y a d'autres statuts vulnérables, c'est-à-dire qu'ils sont fragiles. Et puis des espèces qui sont à surveiller, je crois, voilà. Et si on regarde la liste, j'en suis sûr que vous allez me dire facilement quelles sont les espèces liées à l'eau et combien il y en a. C'est la liste française Régionale, voilà. Est-ce qu'il y a des espèces chassées? Oui, c'est toute la problématique, c'est-à-dire qu'elles sont chassées alors qu'elles ont un mauvais statut de conservation régionale. Alors c'est vrai que la chasse s'opère aussi sur des migrateurs, puisqu'elle s'opère à l'automne. Mais il n'empêche que les prélèvements pourraient être un peu étudiés, répartis. Il pourrait y avoir des zones de non-chasse pour permettre quand même à certaines populations de survivre. Alors, vous en avez noté combien? On commence là, le blangio, la bécassine, le blangio, les deux canards. Fuligule, c'est un canard aussi. Héron, marouette, mouette, sarcelle, rousserolle, très bien. Donc ça fait déjà une grosse propension de ces espèces-là. Après, on descend en danger, on a l'aigrette, le courlis, fuligule. Même si vous ne connaissez pas les noms, souvent, le nom des oiseaux, on n'est pas allé chercher bien loin. Et ça traduit quand même pas mal le vanneau huppé et l'oie cendrée et le hibou des marais. Le dicnem, ouais. Le dicnem, il est plus lié au milieu alluviaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas présenté la définition d'une zone humide, mais ça peut représenter, enfin ça peut couvrir énormément de milieux, de la petite mare qui est dans votre jardin jusqu'au delta des fleuves, les confluences, les plaines alluviales, et bien sûr on va revenir au lac, aux marais, aux nars, comme on appelle, aux tourbières. Il y a vraiment beaucoup d'appellations chez nous. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, on va en parler. Donc, les oiseaux des zones humides sont menacés parce que, justement, les zones humides ont disparu. En France, entre 50 et 80% ont été donc asséchés pour les aménagements que vous avez vus au début du XXe siècle dans le film, pour justement les remembrements. Il fallait aussi traiter les zones humides parce qu'elles étaient improductives. Il y avait des moustiques, soi-disant. C'était un lieu où on pouvait perdre des animaux. Des fois, il y a des vasières, il y a des massifs flottants de tourbes. Donc, c'est vrai il y a des animaux qui ont pu disparaître. Dans le marais de Limagne, il est difficile d'y s'y aventurer et dangereux, je vais dire même. C'est vrai qu'il y a des endroits assez difficiles. Donc, pas d'intérêt, des fois un danger et parfois aussi des croyances autour de ces milieux. Donc c'est vrai qu'elles ont été de tout temps asséchées. Et puis on se rend compte au niveau local ou au niveau national aussi que ces zones, elles sont improductives, elles sont un peu loin des habitations.
bon, on n'y voit pas grand-chose dedans, donc c'est bien là qu'on va faire nos aménagements. On va parler de Notre-Dame-des-Landes, on va parler d'un projet de parc photovoltaïque ici à Saint-Christophe-sur-Delaizon qui vise, on va mettre des panneaux solaires en fait dans un milieu naturel qui ne sert à rien, c'est ce qu'a décidé la communauté d'agglomération. Donc c'est vrai qu'on est vigilant, SOS Fleurs Vivantes, le REN et la LPO pour que des projets comme ça ne se mettent pas en place sur les derniers sites qui accueillent une grande diversité. Constance ? Alors, c'est où ? Il y a un château, Roche-Baron. Roche-Baron, c'est où ? Oui ? Bassan-Bassé. Alors là, on est dans une zone humide artificielle. Pendant 50 ans, vous avez eu des pelleteuses, les sablières, voilà. Les gravières de Bassan-Bassé, on est sur un milieu artificiel, c'est-à-dire que dans la plaine alluviale où la Loire a charrié des milliers de tonnes, ou plus, on va dire même des millions de tonnes de sable, de galets et autres, l'homme a puisé justement jusqu'aux années 2012. Voilà, l'extraction de sable et de gravier dans les rivières a été interdite en Haute-Loire depuis les années 2000 et la dernière extraction a eu lieu en 2012 à Bassan-Bassé parce qu'en creusant des trous comme ça au bord des rivières, puis même à une époque les engins allaient aussi dans la Loire, bien sûr on a détruit les forêts qui s'y trouvaient aux alentours. On a également parfois atteint les nappes phréatiques et puis on a changé aussi le cours des rivières et voire même on les a tellement dragués que les niveaux des rivières sont descendus et ça a déchaussé les ponts qui se trouvaient à un certain niveau. Et donc, pour préserver tout ça, il est interdit maintenant d'extraire du sable et du gravier dans les lits de nos rivières. Et il reste tout le long de la Loire et tout le long de l'Allier d'anciennes gravières jusqu'au Chambon de Solignac où le SOS fait un travail qui va déboucher bientôt sur une valorisation du site. Il y en a d'autres à Coubon, Saint-Vincent, il y en avait à Voré, et puis ainsi de suite, Basse, tout ça. Donc c'est vrai que tout au long de la Loire, vous avez d'anciennes gravières, donc on va parler d'une zone humide. C'est un lieu où la Loire peut, au gré des crues, s'épancher. Ça c'est important de conserver ces zones accessibles à la Loire parce qu'elle va justement pouvoir s'étendre. Et sinon, les oiseaux d'eau ont donc rejoint ces milieux artificiels. Et malheureusement, l'État a demandé aux exploitants de renaturer un peu le site, enfin d'enlever les berges qui étaient abruptes pour que les gens n'y tombent pas. Donc ils ont taluté les berges en pente douce. Et malheureusement, il y avait des berges verticales qui intéressaient beaucoup les martins pêcheurs, les hirondelles de rivage. Et maintenant, l'hirondelle de rivage, il y a un seul site où elle se reproduit. Je vous en parlerai tout à l'heure sur la Loire. Elle a disparu quasiment. Donc, une autre photo. Alors là, on se trouve à Saint-Paulien. On va parler des zones humides du Devès. En fait, bien souvent, les marais du Devès sont issus en fait l'eau s'est accumulée, l'eau de pluie, de ruissellement s'accumule en fait dans des creux qui sont apparus sur le plateau volcanique. Il n'y a pas de source, c'est simplement un petit bassin versant qui récupère les eaux et au fur et à mesure de l'évolution des paysages, l'eau a justement occupé une surface bien définie qui, quand on le voit du ciel, on voit bien ces espaces de zones humides circulaires. Donc ce sont des milieux issus simplement de dépressions dans les plateaux et qui accumulent l'eau au gré des pluies. Ici, on est sur le lac de Saint-Paulien. Souvent appelé le lac aussi c'est une mauvaise appellation parce que les gens ont envie de voir de l'eau tout le temps. En fait, ce sont des marais et bien souvent, les gens voudraient qu'il y ait de l'eau, voudraient qu'on puisse y pêcher. Et il y a des réintroductions de poissons qui posent beaucoup de problèmes à la biodiversité puisqu'ils sont prédateurs des insectes et des œufs de batraciens et autres. Donc, voici un marais, on a parlé de gravière, une autre photo. Alors là, je vais vous aider, la Sauvetat ou le marais de Limagne ?
C'est bon, tout le monde connaît ces sites. Mais c'est vrai que quand on prend un peu de hauteur, le Barrier de Limagne a un peu ces aspects-là, sauf que il est encore plus végétalisé. On ne voit pas de poche d'eau, puisqu'on a ici extrait la tourbe dans un mare volcanique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce marais s'est formé suite à... Enfin, c'est une tourbière, en fait, qui a mis longtemps à se former. En fait, il s'avère qu'une nappe phréatique existait à cet endroit-là, au niveau de la Softa, et des coulées de lave sont venues faire bouillir justement cette eau souterraine. Et comme une cocotte, à un moment donné, la pression a tellement été forte que ça a créé une explosion du socle justement du plateau. Et il y a eu d'autres explosions, de multiples explosions, toutes les scories, les cendres, se sont déposées sur les pourtours. Et on a justement ici des carrières de pouzzolane. L'eau s'est accumulée dans ce creux. Il donne naissance à la Fourragette, je crois, un petit ruisseau qui descend sur la Loire. On est donc, les zones humides, souvent ça donne naissance à des sources où elles ont un grand rôle pour redistribuer l'eau en période de sécheresse. Le froid et l'eau ont empêché que la matière végétale se décompose, et donc on a la formation de la tourbe. Voilà. Et la tourbe va rendre distante la nouvelle flore des points d'eau. Il y aura des radeaux flottants, et sur cet espace de végétation, il y a des fleurs particulières comme les drosera qui vont s'installer parce qu'il n'y a pas de nourriture dans le sol, il y a peu d'éléments nutritifs, et donc elles vont capter leur nourriture grâce à justement ce système de piégeage des insectes que vous connaissez. Donc toute une flore et des oiseaux particuliers. Pour information, on a une des dernières stations de bruant des roseaux. C'est un petit passereau comme le bruant ortolan dont on a parlé tout à l'heure. Il n'y a quasiment plus de bruant des roseaux en Haute-Loire. Il y a une roselière, parce que son nom indique aussi qu'il aime bien les roselières, et il n'y en a plus en Haute-Loire, il n'y a plus de roselière. Donc ça, c'est bien simple. Donc il faut qu'on s'attache à créer des roselières, et puis une grande diversité animale. La loutre remonte, on l'a observé plusieurs fois. Donc elle remonte de la Loire au moment des frais des grenouilles, au mois de mars, et on l'a vu, puis il y a des poissons aussi dedans, on l'a vu pêcher en plein jour à plusieurs reprises. Un site qui a été aménagé en partie par le département, que vous pouvez découvrir. Voilà, après bon, je ne vous parlerai pas des lacs, on va avancer sur les... Si, bien, on va parler quand même... J'ai mis pour Michel celle-là. Hein. Voilà, c'est le Mas de Bonnefond, au mois de juin. Les gorges de la Loire, oui, les rivières, avec des zones en amont de ce site, il y a des zones de vasques qui accueillent le sonneur à ventre jaune, très lié donc à ces milieux-là, à ces milieux humides. Sur la rivière, il va y avoir des oiseaux. On n'a pas beaucoup d'oiseaux sur la rivière dans notre département. Elle est courante, c'est pas de grand. Hein? Oui, mais une niche aussi. Hein. Mais il n'y a pas une grande diversité, on en parlera tout à l'heure, mais elle est quand même existante, et on a des populations d'oiseaux qui sont originales et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs en France. Donc les rivières aussi font partie qu'on appelle des zones humides, puisqu'elles hébergent de nombreuses espèces dépendantes de l'eau. Constance. Allez, un crayon. Là maintenant on est parti pour une série d'oiseaux. Et interrogation à la fin de la conférence. On peut peut-être éteindre un peu. Alors il y aura pas mal d'espèces, mais je vous ai quand même épargné les migrateurs un peu subtils, c'est-à-dire que les bêtes rares. Vous pourrez me poser des questions si vous avez le souci de les connaître, on pourra les aborder. L'idée, c'est quand même de vous apprendre à reconnaître certaines espèces qui les fréquentent et des espèces un peu originales avec une biologie adaptée à ces milieux humides. Donc les grèbes. Les grèbes sont des oiseaux totalement dépendants de l'eau. On les voit peu sur les bords des marais où ils se reproduisent.
Et ils ont la particularité, leur nom latin c'est podiceps. Podiceps, ça veut dire patte en cul, c'est-à-dire qu'ils ont les pieds vraiment à l'arrière du corps, alors que les canards l'ont vraiment dessous, et ils nagent, ils flottent bien, mais eux, les pieds sont vraiment à l'arrière pour pouvoir se propulser plus facilement sous l'eau, parce que ce sont des oiseaux pêcheurs, et donc pour poursuivre les poissons, il faut quand même avoir une bonne propulsion, et donc les pattes sont vraiment à l'arrière et palmées. Alors le plus grand représentant, c'est le grèbe huppé, vous comprendrez pourquoi. Une belle crête, Podiceps cristatus, voilà, c'est sa crête qui le détermine, assez grand, on le voit de loin, ce grand cou blanc, il y a ce port vraiment fier, c'est un oiseau par contre qui est rare dans le département, je dirais qu'il y a 1, 2, 3, 4 sites qui l'accueillent simplement. Il doit y avoir moins de 20 couples, même moins de 15 couples, on pourrait dire. Le grèbe huppé Nishabas-Sambassé à Costaro, au pont de la Motte. Costaro, c'est le marais du Pêché. Et puis au Gravière de l'Arsenac, voilà. Donc c'est vrai que si on enlève ces sites, l'espèce disparaît du département. Et quand on a la connaissance de l'importance de ces sites pour ces espèces, il est important, dans les aménagements, de tenir compte de celle-ci qui a besoin de zones profondes pour vivre. Donc son cousin, le grèbe castagneux qu'on va voir, est plus petit et lui est plus courant sur l'ensemble des zones humides. Les grèbes huppés ou grèbes castagneux? Non. Oui. Ah oui, c'est les mêmes, ouais. Grèbe castagneux, ça vient de châtaigne, ça veut dire qu'il a une gorge un peu brune comme celle-ci, donc il est plus fréquent sur nos zones humides, mais vraiment petit par contre, c'est vraiment une petite boule, gros comme, je sais pas, un pigeon, voilà, posé sur l'eau. Il avance en dodelinant un peu la tête comme ça, pour se donner un peu d'élan, et voilà comment on peut le... Il faut souvent avoir une longue vue pour l'apprécier, quoi. Voilà, parce qu'il est vraiment pas facile à observer. Et chaque fois qu'on va sur les zones humides, nous on amène notre longue vue. Les jumelles suffisent pas parce que les marais sont vraiment longs, et puis les oiseaux sont souvent petits. On va parler après des chevaliers, des bécassos et autres. Et c'est vrai que pour les identifier, il faut vraiment un moyen particulier. Alors, une dernière espèce pour se faire plaisir, mais plus rare, c'est le grèbe à cou noir, qui est un migrateur qu'on peut observer. Mais retenez qu'il y a deux espèces de grèbes qui nichent sur nos zones humides. Donc lui plutôt sur le plateau du Devès et lui plutôt dans les plaines sur les gravières. Les espèces protégées. Oui. C'est vous qui avez pris les photos? C'est certains membres de la LPO, oui. Moi j'en ai pris, je vous en parlerai tout à l'heure, oui. Je vous en montrerai quelques-unes à moi, oui. Il faut s'armer de patience, s'approcher le plus possible du milieu naturel, s'intégrer dans le milieu naturel et attendre pour pouvoir prendre les oiseaux d'assez près sans trop les déranger. Alors ce qui est marrant chez les grèbes, qu'on l'a vu en image tout à l'heure, c'est la parade, c'est-à-dire que les oiseaux ont la capacité de se bécoter en avançant sur l'eau ou en reculant comme ça, à faire une parade assez particulière. Voilà, et je pense que c'est justement ces pattes qui leur permettent de marcher comme ça sur l'eau, de se tenir droit. Et là, c'est un jeu, une offrande, un jeu de séduction, tout à fait. C'est que les grèbes huppés qui le font. Enfin, il y a d'autres grèbes, mais dans ceux qu'on a vus, les autres grèbes ne le font pas. Constance, ouais. Donc, ce sont des oiseaux qui nichent vraiment au cœur des zones humides. Ils ramassent toutes les herbes possibles, des algues si c'est possible également. Ce qui est très sympa, c'est que quand ils partent du nid, ils mettent quelques algues sur les œufs, parce que les œufs sont blancs, blancs ou mouchetés, et c'est vrai que c'est très visible par les rapaces, donc il est important de les cacher. Et quand le niveau d'eau monte, au gré d'une forte pluie, les grèbes parfois remontent le niveau du nid pour pouvoir justement tenir hors sec la nichée. Alors ce qui est chouette chez les grèbes, c'est que quand les petits naissent, les parents
pour les protéger, sépare un peu la nichée, enfin, selon que les petits se répartissent, le papa prend 2 petits, la maman en prend 3, et ils vont passer une grande partie de leur enfance sur le dos des parents. Et chaque fois, ils auront la responsabilité des mêmes petits. L'idée, c'est éviter que les prédateurs viennent les attraper. Notamment, si vous lisez le journal La Hulotte, il y a un dessin qui est très marrant. C'est justement, on voit un plan d'eau bien réparti sur la feuille de dessin, et vous avez un brochet et un grèbe. Alors à un moment donné, c'est le brochet qui mange le petit grèbe, et le grèbe crie « Oh, mon grèbeton !» c'est le petit grèbe. Et après, c'est le grèbe qui va attraper un petit brochet, et c'est le brochet qui crie, il dit « Oh, mon brocheton !» Donc il y a une guerre qui se livre entre le brochet prédateur et l'oiseau prédateur. Et là, c'est une bonne technique pour éviter que les brochets, et maintenant les silures, vous avez vu dans les rivières, hein, il y a des silures spécialisées dans les oiseaux, ils mangent des canards entiers, des pigeons, ils mangent même des saumons. Mais bon, ça, les pêcheurs ne vous le diront pas, ils préfèrent tuer les cormorans. Ah ben tiens, la bête noire des pêcheurs, le grand cormoran. Donc on va parler un peu de cette espèce, qui est... on va parler des hérons aussi, qui sont plutôt omnivores. Ils sont présentés là-bas, les hérons, on en parlera tout à l'heure. Vous voyez, il y a une grande diversité quand même d'espèces. Donc le grand cormoran, c'est un oiseau qui est assez grand, comme son nom l'indique. Il existe sur les côtes bretonnes le cormoran huppé, qui est plus verdâtre, qui niche sur les îles et sur les falaises. Et le grand cormoran, c'est un oiseau assez sombre, noir, et qui vient l'hiver chez nous consommer exclusivement du poisson. Donc c'est vrai qu'à la différence du héron, qui peut partager sa nourriture entre les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les rats, les campagnols, je veux dire, et puis également les poissons, le grand cormoran, c'est vrai, est strictement piscivore, mais quand les rivières sont en bonne forme, et on le voit sur des grands fleuves, des nuées de cormorans, de goélands et autres pélicans pêcher les poissons, la biomasse étant telle que ces oiseaux n'ont pas d'impact. Et donc on va apprendre à le reconnaître un peu mieux. Donc on voit ici des jeunes qui ont un poitrail un peu plus blanc, et ils dorment en dortoir le long de la Loire ou le long de la rivière Allier, près des zones de pêche. Bien souvent, ce qui les a attirés, ce sont les barrages, les anciennes gravières aussi, où ce sont des plans d'eau qui présentaient une faune piscicole facile à attraper. C'est vrai qu'ils viennent sur la Loire aussi, ils vont plutôt chasser dans les zones de replat, où il y a des bancs de poissons. Comme vous savez, comme tous les prédateurs, le grand cormoran ne se fatigue pas à aller courir derrière la truite fario ou le salmon, le saumon rapide et rare. Ils vont bien sûr prendre un poisson qui est courant à leur disposition. Le but, c'est pas de dépenser plus d'énergie qu'on en récupère. Donc, c'est vrai que pour la LPO, le grand cormoran a sa place sur les rivières. C'est une espèce qui ne présente aucun problème. Elle contribue justement au renouvellement de la faune en jouant un rôle de prédation sur aussi des sujets malades et autres. Par contre, on a toléré que l'espèce soit régulée sur le Haut-Allier par rapport aux problématiques du saumon, puisqu'il y a des gros efforts qui sont faits pour réintroduire le saumon et puis pour le voir revenir avec certains travaux d'effacement de barrages. On espère qu'il reviendra un jour, parce que là, c'est un peu loupé. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des régulations pour éviter que les cormorans impactent le travail fait par la salmoniculture de Chanteuge. Il s'avère qu'au mois d'avril, en général, mars-avril, 200 000 smolts, c'est-à-dire des jeunes saumons, étaient lâchés. Et au bout d'un moment, les cormorans avaient identifié la voiture de la salmoniculture, qui lâchait les saumons, et donc elle suivait, au long de l'Allier, justement, les cormorans suivaient la voiture de la salmoniculture. Donc, c'est vrai que là, il y avait un problème, et la LPO
accepter que l'espèce soit régulée. Par contre, elle trouve intolérable que ça soit fait pour partout ailleurs dans le département, puisqu'il n'y a aucune preuve scientifique que l'espèce nuit à la faune piscicole. On avait fait même des analyses de la consommation des grands cormorans pendant 5 ans avec la Direction générale de l'environnement. C'était, comme je vous disais, des poissons de surface, des poissons qui vivent en banc, des cyprinidés, du blanc, des chevennes, qui ne sont pas si fameux, si rares que ça. Donc, il y avait vraiment très, très peu de poissons rares. Et donc, on estime que le grand cormoran a sa place dans notre département. C'est des populations qui augmentent, ça? Alors, c'est difficile à dire parce qu'il y a des gros prélèvements qui sont faits en France. On est à 100 000 oiseaux depuis une dizaine, quinzaine d'années. Voilà. Après, ils s'en prélèvent énormément. C'est plus de 300 tirés chaque année dans le département. C'est pas chassé, c'est détruit. C'est-à-dire que sur ordre du préfet, autorisation du préfet, les pêcheurs, enfin les personnes assermentées, vont de décembre à janvier tuer 300 à 400 grands cormorans dans le département. Sur le Haut-Allier, on dit que c'est pour le saumon. Sur les gorges à Loire, on dit pour rien, mais c'est pour. Monsieur le préfet nous a répondu, c'est pour la paix sociale. Voilà. Oui, vous pouvez en voir, des fois remonter la borne ici, remonter la Loire. Oui, et après, oui, on va le voir sur les autres photos. Constance? Il y en a depuis longtemps, parce qu'on dit toujours que c'est récent. Mais... Alors, l'espèce a bénéficié de la loi de protection de la nature en France et en Europe aussi de la dynamique qu'ont mis en place tous les pays. C'est vrai que l'espèce avant était consommée, les œufs étaient consommés par les Danois, les Polonais, les Allemands sur les côtes du nord de l'Europe, et l'espèce était automatiquement, de ce fait, régulée. Et depuis qu'il est interdit de les consommer, l'espèce a retrouvé des effectifs. On ne sait pas s'il était vraiment aussi nombreux auparavant. Toujours est-il qu'il y a un sujet empaillé au musée Crozatier qui date de 1850. Quoi. Voilà. Donc au gré des hivers, il y avait du grand cormoran comme il y avait des hérons, parce que le héron n'était pas nicheur aussi, parce qu'il était systématiquement tué. On en parlera tout à l'heure. Ce sont des oiseaux. Bon, avant, moi je le comprends, il y a 50 ou 100 ans, quand on vivait de pêche et de chasse, on se nourrissait comme on pouvait pester contre ces animaux-là. Maintenant, la pêche et la chasse sont des loisirs. Et je trouve inadmissible qu'on puisse détruire les oiseaux comme ceci sans aucun argument scientifique. Donc l'espèce, comme tu disais, a la particularité de ne pas utiliser vraiment de substance pour enduire ses plumes, pour glisser sous l'eau comme le fait le grèbe. Et va laisser justement ses plumes s'alourdir d'eau pour pouvoir aller plus bas, plonger plus profondément. Et c'est pour ça que c'est le seul oiseau qui va après se sécher. Vous ne voyez pas spécialement les hérons, les martins pêcheurs faire ça toutes les 5 minutes. Par contre, le grand cormoran, on peut l'observer, oui, se sécher au bord de Loire, sur les cailloux. Vous allez sur la Voûte-sur-Loire, sur Retournac, vous en verrez ponctuellement posés, ou des fois dans des dortoirs, dans des massifs d'arbres voilà, qui dorment. Donc ils sont là en général de novembre à février, voilà. Mars, pardon. Voilà. Et après ils repartent. Et on a depuis une dizaine d'années des couples qui se reproduisent sur les grandes zones humides de France, le lac de Grandlieu et autres. Voilà pour la parenthèse grand cormoran. On va avancer. Ah si. Voilà. Vous savez la technique qu'utilisent les pêcheurs en Asie, c'est de dresser le grand cormoran, de lui mettre un anneau autour du cou pour pas qu'il avale le poisson. Et donc, ils sont dressés. Les pêcheurs les embarquent avec eux sur leur embarcation. Les cormorans pêchent le poisson dont ils ont besoin. À la fin, ils leur enlèvent l'anneau. Enfin, ils pêchent dans leur bec. Alors, à la fin, ils leur enlèvent l'anneau autour du cou et ils leur donnent un poisson comme l'on fait pour les rapaces et tout. Voilà une bonne alliance. Bon, je doute qu'on voit nos pêcheurs un jour se promener comme ça sur les bords de Loire.
Mais ça tient, hein. Ça marche, hein. Ils en prennent du poisson. Oui, ah oui. Constance, oui. Alors il y a une belle affiche qui vous présente les différentes espèces de hérons. Taille réelle, grandeur nature. C'est le héron cendré, c'est le plus grand oiseau de Haute-Loire, avec ses 2 mètres d'envergure et son quasiment 1 mètre de haut. Et donc, c'est celui qu'on connaît le plus. Son nom, c'est le héron cendré, justement, parce qu'il a une couleur assez grise. Les adultes ont par contre, à la différence des jeunes qu'on peut voir un peu dans les prés, vraiment un bec coloré, une huppe noire sur le derrière de la tête, ici, et puis des plumes vraiment bien ébouriffées. Ça, c'est vraiment un bel adulte en plumage nuptial. Les jeunes n'ont pas tous ces détails. Donc le héron cendré, la bête noire des pêcheurs également. Les premiers nids qui se sont installés sur Brioude dans les années 80, on les a retrouvés détruits et les jeunes avaient la tête coupée au sol. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient montés dans les nids, et ils avaient tué les petits avec une hache pour pouvoir justement pour empêcher qu'ils se reproduisent. C'est une espèce qui prend toujours des coups de fusil, qui n'est pas aimée, et on a écho que les chasseurs ne se gênent pas. On est allé au tribunal ayant constaté, nous, le tir sur cette espèce protégée. Et l'espèce a connu, c'est vrai qu'elle n'existait pas dans les années 70, elle était systématiquement détruite. En 76, la loi de protection de la nature, et l'espèce a retrouvé une disponibilité d'espace. Donc on a vu une explosion de reproduction. Et dans les années 96, on comptait plus de 260 couples de hérons, répartis entre Bassan-Bassé, la Voûte-sur-Loire, et puis Aléras et Ozon. Le dernier recensement, il y en a 130 couples, 2 fois moins. Donc c'est vrai qu'on peut estimer qu'à une époque, l'espèce connaissant vraiment une disponibilité a explosé, et puis après elle s'est restabilisée en fonction des ressources alimentaires, mais on estime quand même aussi qu'il y a énormément de destruction, et puis un nouveau venu qui peut perturber la reproduction de cette espèce sur le Brivadois, puisque les héronnières du Brivadois se portent mal, c'est le raton laveur. Alors le raton laveur, vous me dire, c'est quoi cette bestiole? Comment ça se fait qu'on parle de cette espèce américaine? Bon, il semblerait qu'une population se soit échappée ou que des élevages mal intentionnés ont pas fait ce qu'il fallait pour que justement l'espèce soit conservée que pour l'élevage. Et donc on a une population qui se développe sur la Haute-Loire depuis une bonne douzaine d'années. Des oiseaux, des individus ont été retrouvés à la Chaise-Dieu, ont été retrouvés à ces sacs, voilà, dans le jardin de Maurice Jallat. Il les a pris en piège photo, et voilà, et ainsi de suite jusqu'à Saint-Julien-Chapteuil. Donc c'est une espèce qui monte aux arbres et qui peut très bien justement aller prédater des nids de hérons. C'est un oiseau qui niche très haut, qui est très exigeant, parce qu'elle a longtemps subi la destruction des gens, et donc il niche souvent en colonie. C'est-à-dire que c'est mieux d'être ensemble que de nicher tout seul, sinon on peut se passer vraiment, on peut se faire attaquer par des prédateurs, ou on peut rater l'arrivée d'un prédateur, donc c'est bien de nicher ensemble dans une forêt. Donc là, les couples les plus proches sont à Brive, il y a une colonie qui est à Brive, et sinon après c'est Beaulieu, Retournac, Bassan-Bassé. Donc c'est des petites colonies entre 10 et 30 couples, mais on connaît des colonies en Camargue et à Grandlieu de plus de 1000 couples, et se développent dans ces colonies d'autres hérons. Le fait que ça marche bien, ces colonies-là rassurent les autres hérons qui s'installent. Et on a un peu ce cas qui se dessine un peu à Bassan-Bassé, et on voit apparaître de nouvelles espèces à Bassan-Bassé simplement. Donc on va en parler. Les hérons, on voit ici, sur la droite, Oui. à 100 mètres d'ici, sur 2 maisons. Ouais. Le héron cendré remonte. Ouais, il remonte bien les rivières, les ruisseaux.
pour pêcher, mais il n'est pas exclusivement piscivore. On l'a vu attraper des petits oiseaux, des nichés de bordure de ruisseaux, des reptiles, des batraciens, et puis beaucoup dans les champs de campagnols, de vers de terre. Voilà. Il n'est pas exclusivement piscivore, mais c'est vrai que pour la reproduction, c'est plus facile. Notamment aux périodes les plus chaudes, les poissons de surface sont très présents dans les grandes rivières, donc il aime nicher proche des rivières. Sinon, il y a 2 sites de reproduction qui sont hors des rivières, 3 sites. C'est la Softa, le marais de la Softa, qui est un peu isolé. Il y avait le lac de Malaguet, mais je crois qu'elle n'existe plus, la colonie. Et puis, il y avait à Mazera d'Allier aussi une installation dans des bois, dans un petit bosquet de pin sylvestre. Mais sinon, il est bien présent sur les rivières. Donc, peu d'effectifs, on est à 130 couples, ce qui est très peu sur le département. C'est le plus grand des hérons, puis on va aborder les autres espèces. Donc, il y a une seule station de ce petit héron qui est gris et noir, qui fait 60 cm de haut, c'est le héron bioro. Il a disparu du Brivadois dans les années 70, et maintenant, il y a la seule station. Donc, il y a un seul endroit où il niche dans le département, c'est les gravières de Bassan-Bassé. Voilà, donc si ce site disparaît, si on n'aménage pas le site comme il faut, on ne tient pas compte de ce site de reproduction, l'espèce disparaît du département. Ils s'installent au cœur de la colonie de hérons et ils vivent très bien ensemble. C'est plutôt un héron crépusculaire, c'est-à-dire qu'il va bien pêcher à la tombée du jour. Voilà. Il y a 10 couples dans le département qui se trouvent à Bassan-Bassé. Voilà, 11 même, mais pas plus. Le voilà, de plus près, avec un bel œil rouge. Pas jaune, mais petit héron, mais joli à découvrir, à Basse. Alors il faut savoir qu'il y a des hérons blancs aussi. Alors vous n'étiez pas rendu compte que le héron était cendré, mais alors si on pousse un peu, si on regarde bien, il y a des hérons qui sont immaculés, tout blancs. Alors c'est récent. C'est récent, c'est vrai que les hérons, ça s'appelle des aigrettes. Il y a la grande aigrette et il y a l'aigrette garzette. Alors la grande aigrette, on la voit sur tout le long de la Loire, parfois même sur les zones humides de Vesse. Hiverner, c'est un oiseau qui vient comme le grand cormoran de septembre à mars-avril et repartira après plus au nord pour se reproduire. Aussi grand que le héron cendré, toute blanche avec le bec jaune. Voilà. Et sa cousine, l'aigrette garzette, bon, c'est des détails, ça c'est sûr qu'il faut les apprécier avec des jumelles, mais elle n'aura pas le bec jaune et aura les pattes jaunes. On ne le voit pas là, mais c'est un critère quand elle est dans les prairies. Et elle essaye de nicher ces dernières années à Bassan-Bassé. Donc voici une 3e espèce de héron qui niche à Bassan-Bassé, simplement. Hein. Et puis on va changer de taille encore, on va arriver sur un des plus petits qu'on ait dans le département, c'est le garde-bœuf. Pourquoi? Bon. Héron garde-bœuf. C'est celui qui est sur les buffles en Afrique ou sur les chevaux de Camargue, et ils viennent s'installer à Bassan-Bassé également. Donc c'est une 4e espèce qui vient s'installer. Donc on a des bonnes nouvelles aussi. Il y a des espèces qui régressent, mais il y a aussi des espèces qui ne se portent pas trop mal. C'est un petit héron qui est insectivore par contre. Donc il va suivre les animaux parce qu'avec leurs pattes, ils sortent facilement les insectes. Ils attirent des insectes, ils débusquent les insectes aussi, et c'est facile pour le héron de suivre ces animaux à la recherche d'insectes. Donc on est vraiment heureux que depuis quelques années, de nouvelles espèces s'installent dans le département, mais simplement à Bassan-Bassé. Voilà. On va passer au canard. Bon, le colvert, j'en dirai pas grand-chose. C'est le seul canard qui niche régulièrement dans le département. Les autres, on l'a vu dans la liste rouge, la sarcelle d'hiver qui va apparaître. Voilà, Constance. La sarcelle d'hiver, le canard colvert, si vous le voyez sur la borne, c'est quand même assez conséquent quand il ouvre ses ailes. Après, on passe aux sarcelles, c'est vraiment des canards vraiment petits. Et c'est vrai que dans un vol, on peut les distinguer assez facilement.
Après la couleur, malheureusement, il faut avoir des longues vues pour pouvoir apprécier cette marbrure sur la tête. Et ces fesses blanc-jaune aussi. On les voit très bien sur les sites. La sarcelle. Alors c'est un oiseau qui est systématiquement chassé. Ce sont des canards qui sont chassés. Voilà. Il n'y a qu'une seule espèce qui n'est pas chassée, on en parlera tout à l'heure. Donc malheureusement, la sarcelle d'hiver, elle a niché à la Softa, au pêcher de Siog. Il y a 2-3 sites où elle a eu niché, mais elle ne niche pas régulièrement, au Nars d'Espalem aussi. Mais c'est vrai qu'elle ne niche pas régulièrement. Les effectifs sont pas bons. Et il faut savoir que c'est un oiseau, la Hulotte le raconte très bien aussi, le journal La Hulotte, c'est un oiseau qui descend de Russie en grand nombre en Camargue. Il y en a tellement en Camargue que c'est une chasse qui est très importante, et parfois il se tue 4000 sarcelles par jour. Il y a des vols immenses, les chasseurs ont acheté des marais au milieu des autres marais protégés, notamment par la SNPN ou autre, et c'est vrai que les oiseaux ne savent pas toujours si c'est protégé, pas protégé. Plus les chasseurs se cachent, vous savez, dans des huttes, mettent des faux oiseaux, font tout pour pouvoir, comme on dit, canarder. Voilà. Voilà, moi j'ai, à 2 reprises avec mon fils, j'ai eu la chance de récupérer des jeunes canards, et on n'est pas allé les lâcher dans les marais du pays, on est allé les lâcher sur la borne. Parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas être tués, quoi. La sarcelle d'hiver. Donc on la voit l'hiver chez nous, quand les marais ne sont pas gelés. À Saint-Paulien notamment, vous pouvez la voir. Elle passe parfois en petit nombre, petit canard. Et puis il y a la sarcelle d'été, qui est un beau canard, qui a eu niché au Haute-Loire aussi, à Mazera d'Allier ou à Borne, mais très très rare. Voilà. On la voit plus en migration qu'en reproduction, mais c'est les 3 canards qui nichent dans le département. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Ah si, j'ai oublié celui-ci, tiens. Alors ça, c'est un très beau canard qui s'est installé depuis peu de temps à Basse-en-Bassée, c'est la nette rousse, nette N-E-T-E, rousse. C'est un très bel oiseau qui est très présent dans le département de la Loire, sur les étangs du Forez, et qui est venu depuis quelques années à Basse-en-Bassée. Malheureusement, à Basse-en-Bassée, il y a beaucoup de pêche, beaucoup de perturbations. Donc il faut qu'on trouve, et on est en train de travailler avec la commune, les pêcheurs pour trouver des sites qui ne soient pas pêchés, pour laisser se reproduire les oiseaux, parce que quand on pêche pendant une journée, une demi-journée en bordure d'étang, la bordure de l'étang est malheureusement perturbée, les parents partent, les œufs se refroidissent ou sont soumis aux prédateurs. Les pêcheurs pensent pas mal faire, mais le fait qu'on ouvre tous les étangs à la pêche fait qu'il n'y a pas de vie. Voilà. Donc à Basse-en-Bassée, on est en train de travailler pour répartir les espaces entre nature vraiment intégrale et puis pêche. Voilà. La nette rousse, voilà, c'était. Alors après, il y a d'autres canards en migration, comme le fuligule milouin, c'est pas blanc, c'est gris, là, avec une tête vraiment brune. Et donc quand vous ouvrez un guide des oiseaux, on pointe vraiment la répartition des couleurs pour bien les identifier. Il n'a pas le bec rouge, par exemple. Ça, c'est le fuligule milouin. Là, un canard qui est très beau, avec un énorme bec plat, c'est le canard souchet. Voilà, il se reconnaît vraiment à son bec de loin, à ses belles couleurs. Voilà, le bec est très important pour ces oiseaux qui fouillent la vase à la recherche d'insectes et qui mangent aussi un peu d'herbe. Ce sont des oiseaux qui donc sont vraiment dépendants des zones humides et de la profondeur des zones humides également. Allez, on va finir par 2 espèces de canards. Le canard pilé. Regardez la bande blanche qu'on a vue tout à l'heure sur la sarcelle. Cette fois-ci, la bande blanche, elle est sur le cou, donc c'est vrai que il y a d'autres critères, mais je veux dire, il faut vraiment être vigilant pour identifier le canard pilé. Et on finira par le tadorne. C'est un joli canard marin. Et on a assisté dernièrement à la destruction de cette espèce protégée au lac de Fresnay. Donc on était en train de gérer les niveaux d'eau, et puis les chasseurs ont vu passer des canards au-dessus de leur tête. Donc en fait, les chasseurs, ils tirent d'abord et ils identifient après. Normalement, le métier, c'est on identifie, et après on voit si c'est chassable ou pas, et on tire si c'est
pas protégé si on peut le tirer, et ainsi de suite. Donc là, j'ai vu 2 canards, j'ai vu 8 canards, j'ai tiré 2 coups de fusil. Ah, c'est une espèce protégée. Ah, ben excusez-moi, on ne savait pas. Ben voilà. Oui, on a des tirs sur les cigognes aussi. Hein, on a des tirs, voilà. Donc, 2 tadornes-belons ont été tués. On a porté plainte pour destruction d'espèces protégées. C'est le seul canard qui est protégé en France. C'était ce mois de novembre au lac de Fresnay. Et donc, on a déposé plainte pour destruction d'espèces protégées. C'est passible de 10 000 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement pour des cas très graves. Alors, dans les oiseaux d'eau, on va avoir tout ce qui est poule d'eau et autres. La famille des ralidés, c'est une espèce qui râle, on va en parler. Vous connaissez la foulque. Alors, sur tous les plans d'eau, elle est présente, avec sa casquette ou son front blanc. Et puis aussi la poule d'eau, Constance, voilà, qui a plutôt le front rouge. Voilà, ça permet de les différencier d'un premier coup d'œil. Après, il y a d'autres caractéristiques, notamment la belle queue blanche redressée de la poule d'eau. Mais elle est présente plutôt à l'unité sur les marais, alors que les foulques, vous en verrez toujours une vingtaine, trentaine. Elle est vraiment nombreuse. La poule d'eau est vraiment plus solitaire. Et pour la débusquer, c'est autre chose. Donc, on voit plus souvent des foulques macroules avec leur front blanc sur les zones humides de Haute-Loire, de Basse au plateau. Et donc, un râle, le râle d'eau. Alors, c'est une espèce très rare qui est vraiment placée dans les oiseaux menacés, qui est dépendante de zones humides avec une grande végétation. Donc, les lacs ne lui conviennent pas. Le lac du Boucher, par exemple, il n'y a aucun oiseau. Je ne sais pas si vous le savez. Allez vous promener au lac du Boucher, vous n'en verrez pas. Parce que c'est très profond, parce qu'il n'y a pas de berges végétalisées, pas d'îlots, il y a beaucoup de promeneurs. Donc tout ça, on va en parler, des éléments qui font que les zones humides fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Là, le râle a besoin, regardez, avec son grand bec et ses pattes, d'avoir des zones de vase, donc des zones peu profondes, avoir de la végétation pour se cacher. Et donc, c'est des marais bien particuliers. Alors, les marais d'Espalem, on en a parlé avec Jean-Jacques, puisqu'on a évité le réseau Écologie Nature, la LPO et d'autres associations ont travaillé à ce que les nars d'Espalem ne soient pas asséchés par les agriculteurs qui voulaient, soi-disant, en tirer profit. Donc, pour l'instant, il y a un petit période de stand-by et ça va être étudié pour voir la faisabilité ou l'utilité de la chose, mais c'est vrai qu'on a vraiment alerté l'État sur la rareté des espèces qui étaient présentes pour pas que les agriculteurs, encore de nos jours, assèchent une zone humide où il y a une grande diversité de batraciens et donc pour lequel il faut veiller. Le râle d'eau, c'est un limicole, donc c'est... ouais, je dirais même un peu plus petit que le pigeon. Ça doit peut-être pas être... Les pigeons sont lourds quand même, ils font 500 grammes, enfin, le pigeon ramier, donc ça doit être beaucoup plus léger. Alors, les limicoles. Limicole, ça vient de limon, latin, qui colle, ça veut dire qui fréquente, qui habite les zones de vasières. Donc, on a des grandes pattes, on a des grands becs, et donc on a peu de limicoles nicheurs dans le département. On a beaucoup de migrateurs, je ne parlerai pas de tous ceux qui existent, tous les chevaliers notamment, et les bécassos, qui s'arrêtent sur les zones humides. Mais là, quand on fait du canoë, quand on pêche, quand on se promène ou on se baigne dans les gorges de la Loire, on peut, surtout de mai à juin, avril, mai, juin, parce qu'après il est moins présent, on peut faire partir le chevalier guignette, qui est un petit oiseau avec quand même des grandes pattes et un grand bec pour son corps, et qui survole les cours d'eau au ras de l'eau avec des bandes blanches sur les ailes, et puis qui hoche souvent la queue pour montrer son inquiétude. Le chevalier guignette. Là, c'est une photo que j'ai prise à Lavouchiac, en bordure d'Allier. Alors, ça fait partie des limicoles, donc des oiseaux qui fréquentent les zones de vasières, les bordures de rivières, et qu'on trouve en grand nombre sur les marais de l'Ouest, protégés par la LPO. Oui. Ils sont protégés. Alors, quels sont les chevaliers protégés? S'ils doivent être protégés, le vanneau ne l'est pas, par exemple. Voilà. On va parler du vanneau. Il n'est pas protégé, il est chassable, mais eux sont protégés. Alors voilà, bien Michel, oui, le petit gravelot. Alors lui, très rare. C'est un oiseau qui a besoin de grandes plages de galets sans végétation.
Et le problème, c'est que sur la Loire et sur l'Allier, on a des barrages et on a aussi beaucoup d'eau qui est détournée sur l'Ardèche pour, vous savez, refroidir les centrales nucléaires et permettre aux canoës à Valan-Port d'Arc de fonctionner tout l'été. Donc les débits sont tellement maigres sur la Loire la Loire connaît peu de crues. Et toutes les îles se végétalisent, les berges de sable se végétalisent, et donc on a peu de recréation naturelle de milieux qu'apprécie le petit gravelot, qui est maintenant compté à l'unité sur la Loire. C'est un oiseau qui se confond avec les galets. Alors on a du granit, on a du basalte gris-bleu, là on a du granit plus clair, et lui, il a une bonne séparation de couleurs entre le blanc et le beige, et posé au milieu des galets, il joue sur son mimétisme, il passe inaperçu des pêcheurs, des promeneurs, qui peut parfois, on peut des fois écraser son nid, qui est posé à même le sol, et les œufs sont pigmentés à souhait pour pouvoir passer inaperçus sur le sable. Donc les prédateurs, ils ne le repèrent pas. C'est un oiseau gros comme un galet, un point. Si on peut en voir pas loin d'ici, sur la Suissesse. La Suissesse à Beaulieu, voilà. Vous arrêtez au pont de Beaulieu, et avec une longue vue, vous pouvez observer la Suissesse qui est assez large, et sur les plages de galets, on peut voir le petit gravelot. Et bien, je crois que c'est peut-être le seul endroit ici où vous pourrez le voir. Parce qu'après, il va falloir vous accrocher. Les sites sont très peu courants sur la Loire. Petits insectes. Oui, enfin en bordure de rivière, dans la vase, voilà. C'est des oiseaux fouisseurs en fait. Voilà. Une autre photo. Le vanneau. Vanneau huppé. J'étais content ce matin, j'ai vu mes premiers vanneaux qui s'arrêtaient de migration, qui retournent au nord de l'Europe ou en France, sur les zones humides. Je les ai vus à Chasse-Puzac, dans une prairie, une trentaine. Donc ils sont en train de remonter. Le mois de février et la période où les oiseaux remontent, les milans aussi. On va avoir les cigognes, les grues également. Donc c'est vrai que voilà, on touche au printemps. Et les vanneaux font partie des oiseaux qui passent l'hiver, pas forcément chez nous, mais qui nichent sur nos zones humides, dans les prairies naturelles. Humides, principalement, et comme elles n'existent plus, il n'existe plus. Voilà, c'est-à-dire que les prairies sont souvent retournées pour faire des cultures plus productives, et cette espèce se meurt justement de la raréfaction des milieux naturels. Je pense dans les années 90, on avait estimé à 200 couples. Là, on est à moins de 30-40 couples dans le département. C'est une espèce qui s'est vraiment raréfiée. Voilà, il y a 1 ou 2 couples à bleu, sur le marais, la petite zone humide de bleu. Et après, il va falloir chercher. Voilà. Après, il va y avoir Fresnay, il va y avoir... c'est vraiment hyper rare, quoi. Oui, elle est chassée aussi, mais... bien sûr, quand en période de reproduction, quand il se reproduit, la chasse est fermée. Hein. Voilà. Mais les quelques couples qui sont présents ici peuvent éventuellement prendre un coup de fusil à l'ouverture s'ils ne sont pas partis. C'est ce qu'on veut dire tout à l'heure sur les oiseaux des zones humides qui se portent mal. C'est vrai que par rapport à certaines espèces, il faudrait quand même qu'il y ait une meilleure gestion qui soit faite. Parce que c'est une espèce... Bon, en France et en Europe, il semblerait qu'ils se portent encore assez bien. Il y a des grands vols dans certaines régions, mais chez nous, ils se portent très mal. Ce qui témoigne d'une certaine mauvaise santé de nos milieux naturels. Et les bécassines. Un bec immense. Voilà pourquoi on les appelle les limicoles, c'est-à-dire qu'ils fréquentent les lieux les vasières avec leur grand bec. Je crois que jusqu'à 11 cm. D'accord? C'est des petits oiseaux quand même. Hein. Et ils vont chercher les vers, comme ça, je ne sais pas comment vous arrivez à les détecter. Parfois, ils disent qu'il y a quelques petits... Ouais. Oui, il faut l'aspirer, mais il faut le sentir. Je pense qu'il y a quelques systèmes de vibrisses aussi qui peuvent jouer. Elles fouillent. Alors, pour avoir ce genre de milieu, c'est des zones humides qui fluctuent, dont les niveaux d'eau fluctuent, les marais. Et on a trouvé un nid au Vastre il y a quelques années. On l'a suspecté au marais de Siogle, en altitude principalement. C'est plutôt des marais d'altitude. Et là, il faudrait monter en mai-juin sur les marais, écouter la nuit. Son chant, c'est un chevrotement. On dirait une chèvre en fait qui bêle dans la nuit. Voilà. Les laridés. Alors on va parler du goéland.
parfois on en voit, et on se demande qu'est-ce qu'il fait là chez nous, cette espèce. Voilà, c'est en fait des oiseaux qui, depuis une trentaine d'années, voire 40 ans, se reproduisent au barrage de Nossac sur un îlot, qui viennent du sud de la France. C'est le goéland leucophée. Et on en voit des fois des bonnes troupes sur le plateau du Devès, sur Costaro, Landos, jusqu'à 80 oiseaux ensemble. Ils descendent de la Loire, on les voit. Moi j'ai descendu la Loire en canoë, on les voit tout au long de l'été, mais ils ne se reproduisent pas. Un jour, quelqu'un de Voré nous a alerté comme quoi il avait vu des oiseaux blancs nichés dans une falaise, on n'a jamais pu aller vérifier. Est-ce qu'il s'est reproduit à Voré? On ne sait pas. En tout cas, c'est une espèce qui fait partie de notre avifaune maintenant, le goéland leucophée. Et c'est marrant, quand vous allez sur Costaro au pêcher, ils sont perchés sur le grand totem qu'il y a au marais là-bas, et on entend une ambiance marine avec leurs cris spécifiques, ça fait tout bizarre. Et dans les champs, on en voit jusqu'à 80 dans les labours notamment, ils sont bien présents. Alors, bien reconnaissable à son capuchon, la mouette rieuse. La mouette rieuse était connue nicheuse avant au marais de Darsac. C'était un grand marais qui existait à Darsac, où il y a maintenant qui a été drainé. Ça fait partie des marais disparus, comme le marais de Chambérac, voilà, le marais de Chazelles, il y a le marais d'Agizou. Enfin, énormément de marais ont été drainés. Et en 80, elle nichait la mouette rieuse à Darsac. Et depuis, elle niche plus. Sauf qu'on l'a retrouvée grâce à des aménagements qu'on a mis en place à Saint-Paulien. Depuis 2 ans, elle niche au lac. Donc ça veut dire que quand on s'intéresse vraiment à protéger la zone, et je vous expliquerai comment on a fait pour arriver à cela. Bon, il y a un coup de chance aussi parce que l'espèce a bien voulu venir. Hein. On est vraiment dépendant de leur bonne volonté. Après, on peut tout faire. Des fois, ça ne marche pas. Et puis il faut qu'il y ait une dynamique aussi propice, il faut que l'espèce se développe pour qu'elle vienne conquérir un nouveau territoire. Donc vous pouvez observer la mouette rieuse à Saint-Paulien maintenant. En plus, les riverains m'ont appelé dernièrement pour me dire qu'il y en avait 1 ou 2 qui avaient été observés. C'est un oiseau qui niche aussi en colonie. Et en mars dernier, il y avait plus d'une centaine sur le lac, donc c'était une animation quotidienne. Et puis après, il n'y a qu'une vingtaine qui ont niché. En colonie, c'était sur les grands touradons. Voilà. Alors sur les rivières, on va parler maintenant de certains oiseaux typiques. On va descendre en gamme, hein, on est en gamme, enfin en taille. Voilà, à Landos, l'autre fois, il y avait un reportage sur un oiseau qui avait cassé la glace et qui mangeait un petit poisson. Et le journaliste avait titré « Oui, c'est un merle à plastron ». Voilà. Donc c'est vrai que quand on ne connaît pas les oiseaux, on peut des fois se tromper. Le petit merle d'eau, c'est un oiseau qui fréquente bien nos rivières. Bon, bien sûr, qui se promène au bord des rivières de nos jours? Pas grand monde en fait. Si on ne va pas y pêcher, on remonte jamais une rivière sur 2, 3, 4 km. Pourtant, c'est très intéressant. Et on peut rencontrer le 5 plongeur. En ce moment, il chante. C'est un oiseau brun avec un petit plastron blanc et la particularité de plonger sous l'eau, d'aller chercher les petites larves de porte-bois, vous savez, hein, les insectes aquatiques qui s'accrochent aux cailloux et qui construisent des petites maisons en pierre, enfin, ou en pierre, enfin, en sable, et dans les zones plus calmes en brindilles. C'est un oiseau qui est bien présent sur les portions amont des rivières où l'eau court bien, est claire et présente beaucoup d'insectes aquatiques. Voilà. C'est un insectivore. Alors on change de couleur. Hein. Vous avez vu le martin pêcheur. Vous le connaissez sûrement, mais la photo est grande hein, parce que l'espèce est vraiment toute petite. Hein. C'est une espèce magnifique, un des plus bels oiseaux du département, avec un ventre orangé et un bleu fluo sur le dos. Lui aussi, on a fait un recensement il y a peu de temps. On estime qu'il n'y a que 8 à 10 couples sur la Loire. Voilà. Il y en avait une vingtaine il y a une trentaine d'années, suite à la crue de 80, la Loire avait façonné énormément de berges, de talus verticalement. Elle les avait érodés donc, et façonnés.
Et donc les martins-pêcheurs s'étaient développés sur l'ensemble de ces berges. Et puis il y avait encore les gravières en activité qui avaient aussi des pans de sable effectifs. Et donc les martins-pêcheurs arrivaient à creuser leur nid parce qu'ils ne font pas un nid de brindilles posé dans une... Eux, leur exigence, c'est de creuser une cavité dans une berge de sable fin. Et bien sûr, chez nous, le sable ne se dépose que dans les plaines alluviales. Quand la rivière penche comme ça, il n'y a aucun sable qui se dépose et il n'y a aucune berge qui va pouvoir être créée lors d'une crue. Dans notre département, là, on fait du canoë, Michel vous le dira, les ruisseaux, la Loire gronde, elle déboule à vive allure dans les gorges, et il y a de la pente, il y a du rocher, donc il n'y a pas de zone de dépôt. Par contre, on arrive autour du puits, on arrive dans le bassin de la Blavesse, le bassin de Bassin-Bassé. Oui, oui. Il y a des zones, un peu de dépôt à Chadron aussi. Il est présent aussi à... on a vu un nid à la confluence de la... Oui, la confluence de Gazaïlier, voilà, juste à la confluence, avec la Loutre et autres. Et puis, comment s'appelle ce petit ruisseau là-haut, en amont, à Arlande. Bon, enfin, j'ai trouvé Arlande aussi, il y avait un nid à Arlande. Donc, il y a ponctuellement, notamment aux confluences, des zones justement plus plates, de recoupement de ruisseaux et de rivières, de dépôts. Et là, dans ces dépôts, les rivières creusent des talus où il va donc, lui, horizontalement, aménager une entrée, une chambre, un hall d'entrée, on va dire, un couloir, et puis une chambre au fond. Voilà. La Hulotte a fait deux numéros sur le martin-pêcheur qui sont excellents. On y apprend vraiment beaucoup de choses. Et ça date d'il y a 2 ans. Le numéro spécial sur le martin-pêcheur est vraiment très intéressant. Plein de choses à dire sur cette espèce, mais on ne va pas s'y attarder. Mais que si ça découpe sur la Loire, et un peu plus sur l'Allier peut-être, mais il ne niche que dans les portions calmes des rivières. Donc, et le fait qu'il n'y ait pas de crue sur la Loire vraiment morphogène, c'est-à-dire qu'ils vont créer des berges, fait que l'espèce se raréfie. Mais cette photo, moi je l'ai prise, c'est moi qui l'ai prise, je vous la présente. Je l'ai prise sur la Sumène, à Perdère. Il y a quelques années de ça, il y a une vingtaine d'années. Le collègue qui me les avait montrés, et on l'avait trouvé après, on a trouvé des bâtons mis par les pêcheurs dans les nids de martin-pêcheurs. Voilà. Parce qu'ils ne supportent pas qu'ils mangent des vairons. Ouais, c'est sûr que le poisson, c'est bien marqué, le poisson appartient aux pêcheurs, c'est marqué partout. Et et puis on a vu passer dans les sociétés de pêche des cartes postales pour demander au ministère de déclasser des espèces protégées, le martin-pêcheur, le héron, enfin toutes les espèces piscivores, quoi. Voilà, enfin bon, ils ont qu'à mettre aussi la truite, parce que la truite, elle mange des poissons, le saumon, parce qu'il mange du poisson, le brochet, parce qu'il mange des poissons, le silure, ils n'ont qu'à tout détruire, et puis voilà, ils seront contents. Et puis pêcher la carpe, et puis voilà. Donc, mais bon, c'est comme ça qu'on procède, hein. La loutre a été détruite également parce qu'elle mangeait du poisson, hein, puis pour sa fourrure. Alors on termine sur quelques dernières photos. Les rapaces, c'est important d'en parler. Il y a 2-3 espèces à vous présenter qui sont vraiment liées au milieu aquatique, Constance. Notamment celui-là, qu'on a découvert pour la première fois au Nars d'Espalem l'année dernière. Voilà. Je suis content de le trouver. C'est le busard des roseaux. Comme le bruant des roseaux, c'est un rapace qui dépend des grandes zones de roseaux, de roselières, de joncs. Et pour la première année, alors qu'on effectuait une sortie de découverte, on a observé le mâle ici, en chasse, avec une femelle qui tournait autour du marais, puis on les a vus rentrer au cœur des joncs, et il y a eu 2 jeunes qui se sont envolés mi-août. Donc c'est-à-dire qu'on a vu, mais on a aussi prouvé la reproduction de l'espèce pour la première fois dans le département, pour la 2e fois en Auvergne. Donc pour nous, c'est une belle observation. Elle sera peut-être un peu isolée, unique, on va dire. Ce n'est pas dit qu'il se développe l'espèce, mais on voit qu'il y a des milieux qui sont attractifs. Si on n'échasse pas ces oiseaux, si ils ont des milieux pour se reproduire, on peut arriver à des résultats.
Et ça nous a fait plaisir et ça a été un argument qui a pesé pour le Rennes et la LPO pour essayer de protéger la zone humide, les zones humides des Nars, les Nars d'Espelem. Voilà. Pardon ? Oui. Bizarrement, par rapport aux autres rapaces dans les falaises, dans les arbres, il est au sol, caché dans les roseaux pour pas que les renards, les autres rapaces le trouvent. C'est un des seuls rapaces à nicher par terre. Parfois aussi, il y a le busard cendré. Vous voyez pourquoi il s'appelle cendré, parce que le mâle est très gris. Et lui, par contre, depuis que les zones humides ont disparu, il niche dans les cultures et la LPO, chaque année, a besoin de nombreux soutiens pour arriver à protéger les nids qui sont maintenant dans les cultures et qui se font broyer par les machines au printemps. On pourra en parler des heures. Ça, c'est une magnifique espèce. Vous reconnaissez quoi comme un hibou? Très bien. Un hibou parce qu'il y a un masque facial bien circulaire, les yeux de face comme ceci, alors que les autres rapaces ont plutôt les yeux de chaque côté. Et puis, cette forme assez rondette. Ce n'est pas une chouette, malgré qu'on ne voit pas beaucoup d'aigrettes. Mais c'est le hibou des marais. Il y en a normalement deux petits tounes en façade, les pattes un peu emplumées. C'est une magnifique espèce qu'on voit rarement sur les zones humides, mais parce qu'on n'y va pas l'hiver sur les zones humides. Et dernièrement, à Chanclose, on en a vu deux. Voilà. Il s'est vu deux hiboux des marais à Chanclose, dans un petit pin sylvestre. Et ils viennent là, ils nichent plutôt dans le nord de l'Europe. Ils viennent chez nous passer la mauvaise saison, parce que des fois il fait trop froid dans le nord. Et on a un seul site de reproduction, c'est dans le Cantal. Et c'est pour ça qu'il est classé vraiment en danger. Parce que s'il disparaît du Cantal, il disparaît de l'Auvergne entière. Le hibou des marais, donc très rare en Auvergne. Ouais. Alors là, je vais vous faire travailler un peu, parce que maintenant vous avez appris beaucoup de choses. Une petite diapo, si tu veux bien, Constance. D'identification de 4 grands échassiers qui sont en passage chez nous. Cigogne noire, oui. Noire parce que vraiment, elle a juste un peu le poitrail blanc ici. Très rare. Mais visible en avril et en août chez nous, en migration, 2,10 m, 2,20 m d'envergure, immense, quoi. L'autre cigogne, où ? Alors ça, c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est la cigogne blanche, donc elle a les ailes beaucoup plus blanches que l'autre, beaucoup plus courante, pratiquement plus de 1000 couples. Là, on doit être à moins de 50 ou 100 couples en France. C'est très rare la cigogne blanche, la cigogne noire. Cette année, en 2016, l'association qui a réintroduit les cigognes en Alsace, elle s'est dissoute, parce que ça y est, elle estimait que l'espèce était sauvée. Vous savez qu'elle les a élevés pendant longtemps dans des volières, et puis elle les a lâchés, et puis maintenant l'espèce se porte assez bien. La LPO, sur les marais de l'Ouest, on a fait nicher beaucoup en installant des grands mâts avec des nids artificiels. On est à 70 à 80 couples en Charente-Maritime. Un grand mât avec France Télécom de 6 à 8 mètres, au milieu des marais, des grandes zones humides, et la cigogne va aller chasser les batraciens, les poissons, les reptiles des zones humides, se reproduire au cœur de ces marais et ça marche très bien. Donc les cigognes, là, en ce moment, on peut voir passer des cigognes, ce sont les mâles qui rejoignent leur site de reproduction, c'est le passage. Hein. Mais elle a été nicheuse que 2 fois en Haute-Loire, une fois à Loudes, semblerait-il, et une fois à Couteuges. Mais les bastions, enfin la population est trop faible. Par contre, on a des spectacles fabuleux de cigognes à la limite entre l'Allier et la Nièvre. On a des immenses peupliers multicentenaires qui disposent de 5-10 nids de cigognes blanches. Ça, c'est magnifique à voir, mais c'est encore dans le nord. Oui, voilà. Après, héron ou grue? Le héron, regardez par rapport à toutes les autres espèces, vous pouvez l'identifier avec son cou replié entre les ailes, que les autres échassiers n'auront pas. Quand ils volent, les 3 autres ont le cou bien tendu. Le héron, lui, a le cou bien replié entre les épaules, si vous hésitez. Et la grue cendrée, là aussi, on peut en voir quelques-unes autour des zones humides en avril. Mais le spot, voilà, pour nous,
c'est le lac du Der en Champagne-Ardenne. 60 000 grues cendrées s'arrêtent au mois de novembre. Si vous allez vous promener au lac du Der en novembre, notamment il y a un joli festival de photographie animalière, et il y a 60 000 grues, 60 000, qui est des vols de 30, des vols de 50, des vols de 200 qui se lèvent, qui vont manger autour des zones humides. Voilà, bravo pour votre identification. Maintenant, vous saurez reconnaître, et tous ils font plus de 2 mètres d'envergure. Constance, on va finir avec les petits oiseaux. Vas-y. Donc voici l'hirondelle de rivage, comme le martin pêcheur qui creuse une cavité dans les berges de sable. Elle ne niche pas sous les toits, cette hirondelle, elle ne niche pas dans les étables, elle ne niche pas dans les rochers, elle niche que dans les berges de sable. Et la seule colonie qui reste sur la Loire, elle est à Beaulieu, sur la Suissesse. Elle est noire et blanche. La bergeronnette des ruisseaux, voilà, avec son ventre jaune, un oiseau très lié aux rivières, pas aux marais, hein, aux rivières. Au marais, c'est plutôt sa cousine, la bergeronnette printanière, qui a plutôt une tête bleue, on ne le voit pas bien, mais bleutée, un dos verdâtre et un ventre jaune, assez rare. Elle peut nicher sur les zones humides du plateau. Les bergeronnettes. Leur nom vient du fait qu'elles se promènent souvent aussi près des animaux, les vaches et autres, pour chercher des insectes. Et il y a le mot berger dans leur nom. Voilà. Ah oui, voilà. On appelle les hoche-queues aussi. Ah, il y a la grise aussi, oui. Et voici le bruant des roseaux, qui est le cousin de l'ortolan, on dirait un moineau, hein. On dirait un moineau avec une tête noire. Et il n'y a que quelques couples en Haute-Loire, puisque les roselières ont disparu, dont un couple à la Sauvetat. Voilà. Le bruant des roseaux. Et il a besoin des grandes zones de roselières. Il ne peut pas nicher en forêt, il ne peut pas nicher dans un nichoir que vous allez poser, il ne peut pas nicher dans votre jardin, il ne peut pas nicher dans un rocher. Voilà, il est très dépendant. C'est une espèce qui, un jour, s'est installée dans une niche écologique disponible et qui s'est adaptée, a développé des caractéristiques pour conquérir ce milieu et pour exister. Ah, il y a encore 2 oiseaux. Pour info, le pipite farlouse, c'est une espèce très inféodée aux zones humides, qui se raréfie grandement. On voit plutôt au-dessus de 1000 mètres à Saint-Jean-la-Champ et à Champclause, voilà, les zones humides d'altitude. Et puis le tarier des prés, c'est un oiseau qui vraiment se casse la figure. Il aime les prairies naturelles humides. C'est-à-dire que les prairies naturelles, déjà, il n'y en a plus beaucoup, mais en plus, humides, c'est de plus en plus rare. Et cette espèce est très dépendante de ce milieu. Les couples sont vraiment menacés. Voilà, une dernière vue. Clique une dernière fois. Voilà. Alors, quelles sont les clés pour justement avoir des zones humides qui fonctionnent bien pour les oiseaux, hein. Mais bon, en général, dans la gestion des zones humides, on est obligé de tenir compte des batraciens, des odonates, pour justement que ce soit, de toute façon, ça va de pair. Donc c'est vrai que rien ne vaut une convention de gestion avec le propriétaire ou avec la commune qui peut être propriétaire du site, ou se rendre propriétaire par l'acquisition. Voilà, parce que des fois, on a une convention sur 5 ans, mais au bout de quelques années, le propriétaire change d'avis. Et c'est pour ça que la LPO a acquis beaucoup de zones humides. C'est la meilleure façon de protéger pour l'avenir ces milieux-là. Après, la gestion des niveaux d'eau, on l'a vu dans le film, est très importante parce qu'on se rend compte que des fois, pour l'agrément, les riverains ont toujours mis maximum d'eau. Allez, on va mettre de l'eau, on va boucher pour qu'on ait un beau lac. Mais le problème, c'est que la grande étendue d'eau n'est pas favorable à la diversité, puisqu'il faut quand même, comme on a dit, des roselières, des zones de végétation différentes pour certaines espèces d'oiseaux, pour les batraciens également. La végétation rivulaire sert de support de ponte aux batraciens, aux libellules également. Elles descendent le long des tiges pour pondre leurs œufs. Et si vous n'avez qu'un lac, comme le lac du Boucher, vous n'avez pas de vie. Voilà.
Gérer le dérangement. On a des gens qui sont contents de faire le tour des zones humides et chaque dimanche, ils vont faire le tour de la zone humide. Et alors, ils amènent le chien parce que c'est le seul endroit où il ne va pas se faire écraser. Et le chien, il court dans la zone humide et puis on fait le tour de la zone humide. Et le problème, c'est que les oiseaux sont très, très dérangés. Et finalement, les nichés se capotent parce que les parents ne peuvent plus assurer la tranquillité de leur niché. Puis les petits sont mangés par le brochet ou par le renard ou par la corneille. Donc, c'est vrai qu'il faut veiller à un dérangement minimum. La chasse, si on pouvait s'en passer, ça serait aussi bien sur les zones humides. Hein. On se rend compte que quand on ne chasse pas, il y a des oiseaux, tiens, c'est bizarre, et les chasseurs s'en rendent compte. Il y a 2 constats. Vous allez au lac de Saint-Paulien, vous allez voir des oiseaux toute l'année, en grand nombre, jusqu'aux Moitrieuses, et vous allez à côté au lac de Fresnay à Borne, et à partir du mois de septembre, il n'y a plus rien. Parce que d'une part, les oiseaux ont pris des coups de fusil, mais en plus, le fait d'y aller le matin et le soir, toute la semaine, fait que malheureusement, c'est très dérangé, et les oiseaux, quand ils sont tués, ils ne reviennent pas. Hein. Et puis, les chasseurs avec qui on travaille, ils disent, ils ont bien voulu enlever un jour de chasse dans la semaine. Ou 2 même, 2, parce qu'ils chassaient 5 jours, et ils sont passés à 3. Il me dit, mais c'est vrai qu'il y a plus d'oiseaux. Il me dit ça comme ça. Mais oui, mais c'est évident, je chasse moins, donc il y a plus d'oiseaux, et ils s'en rendent compte. Et je leur dis, mais vous avez tout intérêt à moins chasser pour que les jours de chasse, ça soit plus intéressant, parce qu'il va s'arrêter des espèces, il y aura plus d'oiseaux. Donc ils commencent à comprendre que ça peut être plus propice. Et puis la pêche, c'est une catastrophe sur les marées. Voilà, parce que bien souvent, on ramène de notre pêche le fruit de notre... On ne veut pas le tuer, ce poisson, les enfants, tiens, va le lâcher dans le marais derrière. Et on lâche des carpes. Et malheureusement, les marais qui sont remplis de carpes sont complètement, on va dire, vaseux, c'est-à-dire qu'elles vont faire beaucoup d'excréments, elles vont retourner le fond, elles vont donc perturber l'eau, la qualité de l'eau, elles vont manger elles peuvent manger les œufs, des odonates, des batraciens, elles modifient l'ensemble de l'écosystème et vous allez avoir un plan d'eau de pêche et vous n'allez plus avoir de marée. Voilà. Donc c'est vrai que la pêche, il faut interdire le lâcher de poissons dans ces zones humides, les marées naturelles, et puis pas envisager la pêche. Et adapter les pratiques agricoles. Oui, ça c'est vrai parce que on se rend compte que souvent, pour faire bien, pour préserver les anciennes pratiques, pour concilier un peu les usages, on se dit, vous avez qu'à passer avec vos vaches. Le problème, c'est que des fois, ils passent très tôt et puis ils laissent 10 génisses pendant 2 mois. Et dans la petite zone humide qui fait la surface de la salle, avec la végétation, les vaches elles font leur excrément pendant 15 jours, elles mangent toute l'herbe. Qu'est-ce que vous voulez après qu'un crapaud vienne se reproduire dans une qualité d'eau ou un oiseau faire son nid au sol, comme le vanneau ou autre. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes où il faut adapter tout ça. Voilà, je terminerai là-dessus. J'étais un peu long, mais bon, il fallait tout vous présenter. Voilà, merci de votre attention.